Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans cette deuxième séquence de formation relative au module lecture et interprétation du plan. Dans cette séquence, on va s'intéresser aux normes de dessin concernant les plans. Eh bien, un plan est une coupe horizontale, donc il s'agit d'une coupe horizontale effectuée à une hauteur de 1 mètre au-dessus du sol fini, de manière à faire apparaître toutes les baies. Donc, si certaines d'entre elles, ça veut dire si certaines baies sont plus hautes, ça veut dire ont une distance d'allège supérieure à 1 mètre, eh bien le plan de la coupe se brise alors pour aller chercher ces ouvertures. C'est-à-dire même si l'allège de ces baies est supérieure à 1 mètre, eh bien ces dernières vont apparaître au niveau de la coupe horizontale, au niveau du plan. Donc le plan de la coupe se situe à 10 cm au-dessus du rouge-ingot de l'appui de fenêtre. Quels sont les éléments qui doivent être représentés au niveau d'un plan? Eh bien, le premier élément, ce sont les murs extérieurs. Les murs extérieurs peuvent être soit des murs simples, comme ici, soit des murs doubles, ça veut dire des murs avec une lame d'air au milieu, avec un vide au milieu, deux parements et un vide au milieu. Et bien sûr, ces éléments seront assurés et dessinés en très fort, puisque ce sont des éléments coupés. Deuxième élément qu'on peut trouver sur un plan, ce sont les différentes baies, que ce soit les baies pour fenêtre, que ce soit les baies pour porte. Troisième élément, ce sont les portes intérieures. Les portes intérieures, bien sûr, elles sont composées de deux éléments, les vantaux, donc ce sont les parties mobiles ici, et bien sûr les bâtis, ce sont les parties fixes. Quatrième élément qu'on peut aussi trouver au niveau d'un plan, ce sont les cloisons, et bien les cloisons bien sûr de séparation. On peut aussi les trouver à l'intérieur donc du bâtiment. Cinquième élément, on trouve aussi à titre indicatif les mobiliers et appareils sanitaires. Bien sûr, ces éléments doivent être dessinés simplifiés puisqu'ils permettent seulement d'apprécier l'habitabilité des pièces et en quelque sorte d'avoir une idée sur les surfaces des pièces. Voilà. Une autre indication, donc si vous remarquez ici au niveau du plan de la coupe, eh bien la coupe passe ou bien traverse les murs. Donc si vous remarquez ici, les murs doivent être assurés et dessinés avec un trait fort puisqu'ils sont traversés par le plan de la coupe. Mais sur ce point-là, vous remarquez concernant les baies, eh bien toujours on a dit que le plan de la coupe passe au-dessus de la baie, presque à 10 cm. Donc si vous remarquez, donc ces parties de la baie, eh bien ils sont pas, c'est-à-dire l'appui de la baie n'est pas traversé par le plan de la coupe. Donc ici, si vous remarquez sur le plan, ce sont des éléments à dessiner avec un trait moyen, parce que ce sont des arêtes vues. Mais concernant les murs, ce sont des arêtes coupées, il faut les dessiner en trait fort et les assurer. Un autre élément qu'on trouve au niveau des coupes horizontales, au niveau du plan, c'est la cotation. Eh bien, la cotation, dans ce cas, est classifiée en deux types. Donc, on peut la classer en deux types. Donc, la cotation intérieure, ça veut dire qu'il existe à l'intérieur du plan, et la cotation extérieure, ça veut dire à l'extérieur du plan. Eh bien, concernant la cotation intérieure, donc il se compose d'abord des dimensions intérieures des pièces, ça veut dire largeur et longueur des pièces. Vous pouvez le remarquer ici, par exemple pour le séjour, j'ai ici la largeur, plutôt la longueur, et pour la largeur, eh bien, il n'existe pas ici au niveau du séjour. Pourquoi? Parce que le séjour et la cuisine ont la même largeur. Eh bien, c'est pas la peine de l'inscrire sur les deux parties, je l'inscris seulement sur une partie. Même chose par exemple ici concernant
le salon par exemple, et bien ici j'ai la largeur du salon et là j'ai la longueur du salon. Donc seulement à noter ici, si deux éléments ont la même largeur, et bien c'est pas la peine de répéter deux fois la ligne de cote. Le deuxième élément donc de la cotation intérieure, c'est les épaisseurs des murs et des cloisons. On a ici un exemple. Donc là j'ai la dimension d'un mur simple et là j'ai la dimension d'un mur double. Donc cette cotation aussi appartient à la cotation intérieure. Troisième élément de la cotation intérieure, c'est la largeur des portes intérieures. Et bien là, la largeur des portes intérieures, vous pouvez le remarquer ici. Donc on le représente, mais généralement, il est représenté simplifié par une fraction avec en haut, on a la largeur des baies. Bon, par exemple, pour une porte 90, et en bas, on aura la hauteur. Et bien sûr, par exemple, 2 mètres, 2 mètres 10. Donc en haut, on a la largeur de la baie et en bas, on a la hauteur. Donc on peut le remarquer par exemple ici. Bon, là, c'est pour une fenêtre, mais ça appartient bien sûr, puisque, plutôt, je m'excuse, c'est pour cette porte donc d'extérieur, puisque cette porte, la largeur de la porte existe déjà sur la cotation extérieure, donc c'est pas la peine de mettre ici la fraction avec hauteur et largeur, et bien, on ajoute tout simplement la hauteur au-dessous plutôt de la ligne de côte extérieure. Le quatrième élément qu'on trouve au niveau de la cotation intérieure, c'est la cotation des niveaux. Bien sûr, si vous le remarquez ici, on a le niveau de référence en général, c'est le niveau fini du rez-de-chaussée. Donc, il est là, plus ou moins 0.20, puisque la cotation des niveaux est donnée en mètres. Et là, si vous remarquez, on a plus 0.35. Ça veut dire qu'il y a ici une différence de niveau entre le salon et le séjour. Donc, cela est illustré ici. À l'entrée du séjour, on a deux marches. Donc là, vous avez la numérotation des marches. Vous avez ici la première marche et ici la deuxième marche, puisqu'il y a une différence de niveau. Donc le séjour est plus élevé par rapport au salon, par une hauteur de 35 cm. Donc toujours à ne pas oublier aussi le niveau à l'extérieur, parce qu'en général le niveau à l'intérieur est supérieur au niveau à l'extérieur pour éviter donc l'infiltration des eaux vers l'intérieur du bâtiment. Passons maintenant à la cotation extérieure. Eh bien, la cotation extérieure, c'est tout simplement cette cotation ici, donc qui est inscrite à l'extérieur du plan. Il comprend la largeur et la hauteur des baies et des trémaux, bien sûr la hauteur entre parenthèses parce qu'elle est facultative dans ce cas. Qu'est-ce que ça veut dire baie et trémaux? Eh bien ici on a une baie pour porte, une deuxième baie et une troisième baie pour fenêtre. Eh bien les trémaux ce sont tout simplement les parties de mur entre deux baies. Là j'ai un trémaux, là j'ai un trémaux, là j'ai un troisième trémaux et là trémaux aussi. Eh bien, la première ligne de côte, il donne tout simplement les dimensions des baies et des trémaux. La deuxième ligne de côte ici, eh bien, il concerne les côtes entre axes. Là, j'ai donc entre axes de baies, bien sûr. Là, j'ai l'axe de la première baie. Ici, l'axe de la deuxième baie. Eh bien, la différence entre ces deux axes, il est inscrite sur la deuxième ligne, même chose ici, donc elle est aussi là. Bien sûr, c'est une ligne facultative qu'on ne trouve pas toujours sur les plans d'architecture. La troisième ligne, il concerne les différents décrochements de la façade. Et bien ici, si vous remarquez, on a la façade principale, elle est là. Et bien ici, on a un saillie de mur de façade, ça veut dire une partie sortante, et donc la dimension de cette partie sortante est notée sur la troisième ligne, il est là, d'accord. Même chose sur la partie en haut, donc là on a le niveau de la façade principale, et là on a une partie en retrait, ça veut dire en 30, et bien sa dimension est inscrite sur la troisième ligne
de cote. Eh bien, la dernière ligne de cotation, c'est la ligne de cote totale. Bon, il est là, donc pour ce cas, il est aussi ici pour l'autre côté. Et bien sûr, c'est pas la peine. Par exemple, en bas, j'ai la ligne de cote totale, c'est pas la peine de la répéter en haut. Même chose ici, on a la ligne de cote principale à droite, c'est pas la peine de l'inscrire ici. Donc il faut l'inscrire une seule fois sur chaque côté du plan. Donc là, on a quelques remarques. Donc concernant la cotation intérieure, il faut toujours essayer d'aligner les lignes de cote. Ça veut dire sur la même ligne de cote, du haut jusqu'au bas, de l'extrémité jusqu'à l'extrémité du plan. Notez sur cette coupe les différentes dimensions d'IPS, si possible bien sûr. Aussi, donc il ne faut pas oublier les noms d'IPS. Donc par exemple, salon, séjour, chambre, salle de bain, cuisine, etc. etc. Donc l'écriture sur le pont à ne pas oublier. Concernant la cotation extérieure, eh bien, il faut ici, donc on a déjà vu les deux premiers cas. On a dit, bien sûr, pour la deuxième ligne de cote, c'est la cote entre axe DB. Eh bien, c'est une cote qui n'apparaît pas toujours sur le plan d'architecture. Concernant donc les éléments coupés au niveau d'une coupe horizontale, eh bien, on a dit qu'ils doivent être assurés pour avoir une idée sur les matériaux constituant ces éléments. Eh bien, on a ici les hachures les plus connues, les plus couramment utilisées. Eh bien, pour vous, on aura tout simplement besoin en général donc de ces deux hachures. Ce sont les hachures de la maçonnerie. Ici, la maçonnerie en pierre ou bien en moellon. Il concerne en général le mur en fondation. Et là, on a la maçonnerie creuse, donc il concerne généralement la maçonnerie en élévation, donc construite par des briques ou bien des aglos. Concernant les éléments en béton armé, eh bien, ils sont assurés, ils sont pochés en noir ou en gris, à petite échelle, mais à grande échelle, bien sûr, pour ne pas encombrer le plan, vaut mieux les laisser sans hachure. On utilise aussi ces hachures concernant donc le béton de propreté ou bien le gros béton. Et aussi concernant le sol naturel, on utilise ces types d'hachures. Eh bien, ces quatre types d'hachures, ce sont les plus utilisés. On trouve aussi sur les plans la représentation des portes. Donc, bien sûr, les portes sont représentées simplifiées. Ici, à l'échelle 1 sur 100, on représente seulement le ventail avec le trajet de fermeture, un quart de cercle, représentant le trajet de fermeture de la porte. À l'échelle 1 sur 50, eh bien, on aura un peu plus de détails. On aura la représentation du bâti, c'est la partie fixe de la porte, avec tout simplement un petit carré de 5 x 5 cm. Eh bien, on peut représenter ici les portes à deux vantaux. Donc similaire aux portes avec un seul ventail, donc on peut les représenter comme ça. On a aussi d'autres types de portes, eh bien les plus utilisés, ce sont les deux premiers types. On représente aussi au niveau des plans, donc les fenêtres. Eh bien les fenêtres, donc à l'échelle 1 sur 50, on représente aussi de même façon donc le bâti, la partie fixe. Eh bien, les fenêtres peuvent être soit à appui à raser. Appui à raser, ça veut dire un appui ayant le même niveau que le mur de façade. Ou bien à appui saillant. Appui saillant, ça veut dire un appui qui est en quelque sorte sortant par rapport au niveau initial de la façade. Cet appui peut être soit sans oreille, ça veut dire la largeur de l'appui est la même que la largeur de la fenêtre, ou bien avec oreille, ça veut dire la largeur de l'appui, comme vous le remarquez ici, dépasse la largeur de la fenêtre. Ici on a d'autres types de fenêtres, mais les plus utilisés ce sont les deux premiers types. Sur un plan aussi on a déjà dit ça, on représente des meubles. Bien sûr on a dit qu'ils doivent être représentés simplifiés, sans trop de détails. Bon, lorsqu'on dit meubles, on parle d'armoire, canapé, lit,
etc. Donc on doit les représenter simplifiés puisqu'ils ont tout simplement comme rôle d'agrémenter d'abord le plan et de donner une idée sur l'habitabilité du plan et sur les surfaces des pièces. On représente aussi sur les plans, sur les coupes horizontales, les appareils sanitaires, par exemple évier, baignoire, bidet, cuvette, etc. Donc ces différents éléments doivent être représentés simplifiés. Et bien sûr, on doit respecter donc les dimensions. Bien sûr, en général, il s'agit ici des dimensions commerciales, donc à respecter. Un autre type donc de plan, même s'il s'agit ici, il ne s'agit pas réellement d'un plan, c'est le plan de la terrasse. Il s'agit réellement d'une vue en plan du bâtiment. Ils n'ont pas un plan, ils n'ont pas une coupe horizontale. Et bien là, qu'est-ce qu'on trouve au niveau d'un plan de terrasse? En général, on trouve le trajet donc emprunté par les gouttes d'eau. Donc là, j'ai ici un autre trajet avec bien sûr il faut noter aussi la pente moyenne de la terrasse. Bien sûr, ici, on représente une terrasse inaccessible puisqu'on n'a pas de couverture d'escalier. On représente, on a dit donc les pentes. On représente aussi la descente des eaux pluviales avec son diamètre. Et on représente aussi le niveau du relevé d'étanchéité. Et bien là, concernant la descente des eaux pluviales, pour déterminer, on peut déterminer son diamètre à l'aide de la relation donc simplifiée que vous connaissez. Normalement, la règle dit que pour chaque mètre carré de la terrasse, je dois lui réserver 1 cm² au niveau de la section de la descente des eaux pluviales. Par exemple, si j'ai une terrasse de 100 m², eh bien j'aurai une section de conduite de descente des eaux pluviales de 100 cm². Eh bien, si j'ai une idée sur la surface, je peux facilement déterminer le diamètre à l'aide de la relation suivante. Aussi, comment déterminer le niveau du relevé d'étanchéité? Quel est d'abord son intérêt? Eh bien, son intérêt, c'est d'éviter, si par exemple j'ai ici le mur d'accroteur et j'ai ici le niveau supérieur du plancher terrasse, eh bien je vais trouver ici le relevé d'étanchéité près du mur, eh bien, il sera à un niveau plus supérieur. Donc comment déterminer ce niveau, cette distance? Eh bien on utilise tout simplement donc cette relation. D'abord, je dois déterminer le point le plus éloigné de la descente des eaux pluviales. Donc il est là, il est sur ce coin. Ça veut dire la goutte d'eau qui emprunte le trajet le plus éloigné, c'est celle-là. Eh bien, je peux calculer à l'aide de la relation de Pythagore donc cette distance. Donc, on trouve qu'il est au voisinage de 14 mètres, sachant que j'aurai une pente moyenne de 2%, et donc je peux facilement déterminer la hauteur du relevé d'étanchéité. Bien sûr, on va trouver 28 cm. Donc ici, sur toutes les parties de la terrasse, le relevé d'étanchéité aura un niveau plus 28 cm. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne le plan terrasse. À ne pas oublier bien sûr ici la cotation. Tout simplement, on cote le mur d'accroteur et une ligne de cotation totale. Un autre type de plan, c'est le plan de fondation. Bien sûr, il est représenté au niveau du plan d'architecture tout simplement à titre indicatif. Donc, normalement, le plan de fondation qu'il faut adopter, c'est le plan du bureau d'études. Et donc, on va voir les détails de ce type de plan au niveau de la séquence relative au plan de coffrage. Donc, dans la prochaine séquence, on va s'intéresser à la normalisation des coupes verticales. Cette séquence se termine ici. Merci pour votre attention.